chat et on y reviendra en fin de webinaire. On ouvrira les micros si vous avez des questions aussi orales. Je vais passer la parole à Madame Sylvestre qui va nous faire un petit mot d'accueil. Merci. Bonjour, merci. Bon, ce vendredi dernier jour d'une semaine riche, bon, en beaucoup d'événements, de rentrées et beaucoup de nouveautés. Je suis heureuse voilà, d'introduire ce webinaire qu'on a voulu avec TE38 et donc l'ensemble voilà, des agents aussi, pour vous redonner un petit éclairage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. On a déjà mis en place ou pas certaines communes des choses. On est là aussi pour vous accompagner. Donc ça nous semblait important de faire ce moment autour de ce décret tertiaire et bien sûr vous donner un éclairage peut-être supplémentaire, complémentaire, mais qui se veut aussi très opérationnel. Et surtout à la fin avec voilà, des questions. Donc n'hésitez pas à noter au fil de l'eau et donc on sera là pour y répondre. Alors c'est vrai qu'en tant qu'élu, hein, c'est ce que je dis souvent, quand on a vu arriver le décret tertiaire, on s'est dit encore une contrainte administrative supplémentaire, si je peux me permettre de le dire comme ça. Je l'ai vu comme ça aussi, hein, en tant qu'élu de Vienne. Mais c'est vrai qu'après quelques temps de travail aussi avec les agents, avec un certain nombre de services qui peut nous accompagner, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même des choses très intéressantes, un éclairage un peu différent et puis surtout des arguments pour prioriser un certain nombre de travaux, même par rapport aux autres élus qui ne sont pas forcément concernés. Et puis par rapport aux utilisateurs aussi de nos locaux, parce qu'on n'est pas on a beaucoup de personnes qui utilisent nos locaux. Et je pense que c'est aussi intéressant de leur faire remonter des informations très opérationnelles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que personne ne remet en cause cette sobriété nécessaire aussi, certes sur l'énergie, mais aussi sur d'autres choses. Et voilà, je voulais juste faire ce petit témoignage parce que c'est vrai que c'est aussi important. Et puis rajouter aussi que, voilà, par rapport à nos actions au quotidien, au bureau, et je remercie un certain nombre de présidents aussi, de vice-présidents, et puis bien sûr notre président, à la fois thématique et à la fois territoriaux. Lorsque l'on se réunit, on parle beaucoup de ces enjeux. Et c'est vrai qu'on essaye d'orienter de plus en plus, encore plus de façon pragmatique et opérationnelle, les actions pour accompagner les communes, toutes les communes, sur tous ces sujets-là de transition énergétique. Et je tiens à remercier aussi les vice-présidents qui travaillent aussi et qui sont là aussi, surtout, bon, certes, les vice-présidents thématiques, mais aussi territoriaux, qui sont là aussi pour vous accompagner sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et juste pour finir, pour pas être trop long, parce que le but, c'est d'aller dans ce décret tertiaire et vous redonner des éclairages complémentaires, c'est de vous rappeler aussi les services qu'on met en place au niveau de TO38. Je pense que vous connaissez tous aujourd'hui Isère Rénov', qui est une subvention très opérationnelle sur la rénovation thermique des bâtiments. Donc c'est vrai qu'après avoir fait cette analyse décret tertiaire, ça permet aussi de prioriser les actions à mettre en œuvre sur vos bâtiments. Vous avez donc reçu un courrier avec voilà, une proposition de vous accompagner via Actéchen, sur lequel on est lauréat 50% des études énergétiques, hein, sur des audits énergétiques, sur un certain nombre de choses, même des études par rapport au chauffage, substitution du fioul, par exemple, des sujets très opérationnels. Donc voilà, on vous accompagne aussi là-dessus, puisque c'est vrai que la force d'un syndicat, c'est de pouvoir aussi faire des actions sur le territoire. Les CEP, hein, certains d'entre vous sont adhérents à ce service-là, qui va évoluer un peu les prochains dès 2025 pour vous accompagner encore davantage sur tous ces sujets-là avec des objets connectés, un certain nombre de choses pour avoir une supervision, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il est aussi important de faire un vrai suivi de ces consommations. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue.
mais ça me semblait aussi important de vous rappeler tout ça. Et donc, je vais laisser la parole au service. Et bien sûr, je remercie la DTT 38 qui nous accompagne aujourd'hui et qui est là aussi voilà, pour vous écouter. Donc, n'hésitez pas par rapport à des questions très opérationnelles à poser les questions, puisque nous, on a un rôle aussi de centralisateur pour pouvoir faire remonter aussi un certain nombre de choses auprès de toutes les institutions qui nous entourent. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire, une bonne journée et puis une bonne rentrée aussi parce que tout ce qui est bon est à prendre. À très bientôt en tout cas. Merci de votre présence nombreuse. Merci Madame Sylvestre de cette introduction. On va commencer tout de suite. Je me présente, donc je suis Romain Laminette, je suis chargé de mission transition énergétique ici au syndicat. Je suis référent sur les territoires de Vienne-Condrieu, agglomération et Entre-Bière-et-Rhône. Et je suis aussi économe de flux dans le cadre du programme ACT. Donc c'est moi qui m'occupe notamment du suivi de l'anciennement programme SECOE et maintenant les programmes chaînes. Je vais passer le micro à mes deux intervenants. Michael Mathia d'abord. Bonjour à tous, donc moi c'est Michael Batia, je suis également chargé de mission transition énergétique donc pour le secteur du Pays Bornais, de la Chartreuse et de la Matésine. Bonjour à tous, je suis Maud Maubersbach, je suis adjointe au chef de service logement construction à la direction départementale des territoires de l'IDER. Et donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour avoir vos retours sur les dispositifs éco-énergie tertiaire et peut-être connaître un peu plus concrètement vos difficultés sur la saisie d'Opéra. Nous-mêmes, l'État, on est un gros assujetti, le principal assujetti en France, et donc on est aussi contraint de saisir son Opéra pour échanger. Et voilà, et j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Merci. Très bien. On a des petits problèmes techniques, donc ne vous étonnez pas de nous voir passer les micros de temps en temps. Je vais commencer tout de suite par faire un contexte sur le décret tertiaire rapidement. Donc, au vu des différents engagements internationaux qu'on a en Europe ainsi que dans le monde, on doit s'adapter à l'urgence climatique et on doit diminuer nos consommations d'énergie. Dans ce cadre, la France s'adapte et a décliné des objectifs pour atteindre la neutralité carbone. Donc, on a plusieurs lois et éléments législatifs, la stratégie nationale bas carbone, et puis depuis 2018, on a la loi Elan, qui a un volet sur la réduction des consommations d'énergie finale des bâtiments tertiaires. Et c'est de là que découle le décret tertiaire, qui est paru en 2019. L'idée, c'est de diviser par 6 la consommation, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Le secteur tertiaire en France aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de mètres carrés de surface, dont environ 80% est assujetti. Ça représente 265 TWh. C'est un gros chiffre, mais ça fait 17% de la consommation d'énergie finale en France. Et donc, il faut distinguer donc, le tertiaire public, le tertiaire privé. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le tertiaire public. Le décret vise à engager les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. Donc, avec les paliers 2030, 2040, 2050. Un petit zoom en Isère. On estime qu'il y a 16% des locaux tertiaires qui sont assujettis, mais ça représente 65% de la consommation d'énergie du secteur. Aujourd'hui, la plateforme Opéra, les statistiques montrent qu'en 2021, il y avait 57% des surfaces qui étaient renseignées, et parmi ces surfaces, il y avait 46% de consommation déclarée. Ça veut dire qu'il y a encore quasiment la moitié des surfaces et des consommations qui ne sont pas faites. Donc ça, c'est que les années 2021. Il faut penser qu'après, il y aura encore 2022 et 2023 jusqu'au 30 septembre, je vous rappelle. Les statistiques, elles montrent que la consommation a baissé de 22%. Comme il n'y a pas de correction climatique effectuée, le chiffre 22% est à mettre entre parenthèses, mais c'est important de le souligner. Le profil des énergies consommées aujourd'hui qui sont déclarées, c'est 58%.
Excusez-moi d'intervenir, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si les autres participants aussi. Merci. Et plus de son. Plus de son également. Également. Ah, il n'y a plus de son, effectivement. Bonjour. Vous m'entendez maintenant? Oui, Oui, parfaitement. pour l'instant, on reçoit. Oui, alors Oui. apparemment, nous c'est un peu coupé tout seul. Est-ce que vous savez à quel moment le micro était assez coupé pour que je reprenne au bon moment? Excusez-nous. Vous parliez de la baisse des 22%. Très bien, merci beaucoup. Oui, alors que les 22%, c'est un chiffre à mettre entre parenthèses, parce qu'il n'est pas corrigé du climat, on y viendra plus tard. Mais c'est important de noter que pour toutes les surfaces qui ont fait des déclarations constantes entre 2020 et avec l'année de référence et 2022, il y a une significative baisse de 22% à l'heure actuelle. Après, je répertorie les énergies consommées pour dire que c'est majoritairement de l'électricité et du gaz qui est déclaré forcément, et que la consommation de fuel est sous-représentée aujourd'hui dans les déclarations probablement. C'est juste pour mettre en perspective ces chiffres. En termes d'objectifs aujourd'hui, ce sont les bâtiments de plus de 1000 m² qui sont assujettis. On viendra sur la façon dont on conçoit ces 1000 m² un peu plus tard. Et donc l'idée, c'est de permettre des actions de réduction d'ici 2050 avec des paliers à atteindre en 2030 et en 2040. L'unité de mesure qu'on utilise, et c'est très important de le rappeler, c'est les kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface plancher et par an. Donc, on utilise une année de référence établie sur une période de 12 mois, et cette année de référence doit se situer entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, et c'est par rapport à cette année de référence qu'on détermine nos objectifs. Pardon. Les objectifs 2030, 2040, 2050, il y a deux méthodes de calcul. Une valeur relative, on va dire, simple à s'en rappeler, 40%, 50%, 60%, et une valeur absolue qui est donnée par arrêté. On verra plus tard que ces arrêtés sont sortis et qu'on peut avoir la valeur. Mais on doit avoir un des deux objectifs et le plus facile à atteindre. Donc l'illustration, c'est pour dire dans le cas numéro 1, vous avez un bâtiment peu performant, c'est probable que ce soit plus facile en 2030 de faire 40% d'économie par rapport à votre année de référence que de partir sur la valeur absolue. La flèche qu'on voit ici, c'est plus facile d'aller d'ici à 40% que d'ici à la valeur absolue. À l'inverse, si vous avez un bâtiment qui a déjà des rénovations et donc qui est plus consommateur, on va dire, dans la moyenne, ce sera plus facile d'atteindre la valeur absolue que d'aller au seuil de 40%. C'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'il y a deux objectifs et que c'est le moins difficile à atteindre et que vous n'avez pas à faire ce choix, c'est la plateforme qui le prend pour vous. Ensuite, les bâtiments concernés, on va dire, il y a quasiment l'ensemble pour les collectivités, on va dire, territoriales qui nous concernent, des bâtiments qui sont concernés. Il faut simplement enlever les lieux de culte, les édifices de défense de sécurité civile et les bâtiments provisoires. Ce qui vous concerne principalement, c'est les lieux de culte, puisque du coup, en gros, il faut soustraire les surfaces des églises, même si vous utilisez des énergies pour le chauffer, ça ne compte pas dans le décret tertien. Le calendrier, depuis 2022, tous les 30 septembre, il faut déclarer l'année précédente, exception faite de l'année de commencement, puisque une tolérance avait été donnée jusqu'au 31 décembre 2022. À noter qu'il est toujours possible, aujourd'hui en 2024, vous devez avant la fin du mois déclarer 2023, mais il est toujours possible de déclarer les années d'avant. Il n'y a pas de blocage sur le site pour déclarer vos années de référence et les années précédentes. À retenir rapidement, c'est que il y a une obligation de référencer les sites assujettis et de déclarer vos consommations sur la plateforme Opérate. Vous avez une obligation d'atteindre les objectifs de réduction de consommation avec les échéances 2030, 2040, 2050. Donc c'est
par interpolation. Donc, on verra en 2031 si vous atteignez vos objectifs 2030, et ainsi de suite, 2041, 2051. L'obligation d'affichage des résultats, on y viendra, et les pénalités financières également sont présentées à la fin avec la DDT. Et on passe à l'obligation des COP. Du coup, petit test, est-ce que tout le monde m'entend? A priori, oui. Donc, on en vient maintenant aux obligations concernant ce décret. Alors, peut-être que pour certains, ça va paraître enfoncer des portes ouvertes, mais il y a des obligations, j'ai envie d'appeler, on va dire, officielles par rapport à la déclaration sur la plateforme Opéra, mais également des obligations prérequises, j'ai envie de dire, pour savoir quelles informations il est nécessaire de connaître et d'avoir pour faire remonter sur la plateforme. Donc, concernant les propriétés des collectivités, bien évidemment, il est important et nécessaire à la collectivité de connaître l'ensemble des parcelles et des bâtiments pour lesquels la collectivité est propriétaire. Donc, il y a certains cas de figure que l'on a pu constater depuis à peu près 18 mois, on va dire, de recul maintenant, où il peut y avoir des cas particuliers, même s'ils ne sont pas forcément les plus fréquents. Les bâtiments, en l'occurrence, qui sont dont la commune est propriétaire, mais qui sont loués, que ce soit des associations ou que ce soit la communauté de communes, par exemple, qui met à disposition des locaux à la collectivité, ou si, par exemple, vous avez des baux amphithéotiques. Tous ces cas un petit peu particuliers sont importants à bien cerner au préalable et qui permettent de déterminer quels sont les bâtiments et les parcelles qui sont réellement, officiellement, propriété de la collectivité. Donc, les petits points de vigilance, le petit point de vigilance à savoir, c'est vraiment que la déclaration se fait ce qu'on appelle de manière conjointe, hein, entre le propriétaire du bâtiment et l'occupant, puisque de toute façon, il sera nécessaire de remonter un ensemble d'informations, et donc il sera nécessaire d'avoir l'occupant pour pouvoir remonter l'ensemble des déclarations sur Opérat. Concernant la notion de surface, donc ça c'est quelque chose qui est remonté assez régulièrement. Il est bien à avoir à l'esprit qu'on parle de notion de surface de plancher. Donc, du point de vue du code de l'urbanisme, la notion de plancher, c'est vraiment une surface donc intérieure avec une hauteur sous plafond qui est supérieure à 1,80 m. Donc ça, c'est important de le distinguer par rapport aux chaunes et aux surfaces chauffées. Donc les moyens, en tout cas en termes de points de vigilance, les outils qui peuvent permettre d'avoir ces surfaces, donc il y a différents moyens. Donc vous avez le cadastre.gouv, Cassini, donc c'est l'outil qui est utilisé à la TE38. Mais celui-ci, c'est un outil, j'ai envie de dire, qui sert d'avoir une première ébauche, puisqu'il ne permet pas d'avoir l'ensemble des surfaces de tous les niveaux. Donc c'est vraiment une première approche. Vous avez également la possibilité d'avoir cette surface sur les éventuels DPE qui sont réalisés, sur les documents d'assurance, sur lesquels vous avez également ces surfaces qui sont a priori normalement inscrites. Et pourquoi pas éventuellement, si vous n'avez pas d'autres outils ou d'autres documents support, de réaliser une prestation de mesure par un cabinet ou un bureau qui pourra vous donner officiellement ces fameuses surfaces de plancher. Donc un petit rappel, bref, je pense que tout le monde maintenant est quand même au fait concernant les cas d'assujettissement, mais on y revient quand même assez succinctement. Le premier cas de figure que vous devez certainement connaître et maîtriser, qui concerne la fameuse notion d'unité foncière. Donc la notion d'unité foncière, il s'agit de plusieurs bâtiments qui sont sur des parcelles qu'on appelle contiguës, donc qui se touchent, et dont le total des sommes soit supérieur ou égal à ces fameux 1000 m². Donc, dans le cas qu'on aperçoit ici, on voit qu'on a un chemin qui sépare. Donc, les parcelles qui sont séparées par ce chemin sont bien évidemment à exclure par rapport à cette notion d'assujettissement. On a un cas un petit peu plus particulier qu'on a pu remonter par rapport à cette notion d'unité foncière. On est sur la suivante, voilà. Donc, qui est de bien considérer l'ensemble des parcelles qui sont contiguës. Donc, même si on a une multitude de parcelles qui sont contiguës et qui sont sur une distance assez éloignée, on rentre tout de même dans cette configuration. Et donc, les deux bâtiments à l'extrémité de ces parcelles, potentiellement, si la surface est supérieure à 1000 m², est également assujetti. Ça, c'est un cas qu'il faut avoir à l'esprit, qu'on a déjà pu rencontrer. Et ensuite, le deuxième cas de figure majeur, j'ai envie de dire, qui est la notion de site, que vous pouvez connaître maintenant également aussi, donc qui est la notion de lien fonctionnel entre les bâtiments.
Donc, quand vous avez un lien fonctionnel, donc c'est-à-dire un lien d'usage, j'ai envie de dire, donc le cas le plus fréquent. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ok. Apparemment, on a une micro-coupure. Donc, la notion de lien fonctionnel est très importante pour ce deuxième cas de figure, puisque, donc, comme je disais, le cas le plus fréquent qui est utilisé, c'est la notion de groupe scolaire. Et donc, le groupe scolaire, donc, bien évidemment, va intégrer donc, les bâtiments qui concernent la primaire, potentiellement la maternelle et pourquoi pas la cantine. Et donc, dans ce cas de figure, quand on a une séparation avec une route, on est également assujetti, si toutefois, bien évidemment, le total des surfaces est supérieur à 1 mètre carré. Donc, on va rentrer maintenant dans la notion d'entité fonctionnelle assujettie. Donc, quand on a fait l'ensemble de ces démarches et qu'on a pu mettre en avant l'ensemble des bâtiments qui sont assujettis, on va maintenant se préoccuper de la remontée des informations sur la fameuse plateforme Opera. Donc, la notion d'entité fonctionnelle, il faut savoir que c'est une notion qui a été établie selon l'INSEE et donc qui regroupe l'unité de production et d'activité géographiquement individualisée exploitée par une entité juridique. Donc, l'EFA en question devra faire l'objet d'une déclaration sur les données de consommation sur Opera en déterminant des objectifs de consommation, de réduction de consommation, et à la fin de cette déclaration, l'établissement de l'attestation annuelle devra être réalisé. Donc, je crois, comme je l'ai déjà abordé, la notion de déclaration est vraiment à réaliser, en tout cas quand c'est le cas, quand il y a un propriétaire et un utilisateur vraiment dissociés. Donc, de le faire conjointement, parce que les informations sinon ne sont pas, ou en tout cas souvent pas complètes sur les plateformes. Donc, toujours sur la notion d'entité fonctionnelle assujettie, on a voulu illustrer ici un petit peu comment se réalise le découpage. Donc, on repart un petit peu comment dire, du début de cette déclaration. Donc, on a pu identifier l'unité foncière. Et dans cette unité foncière, on a potentiellement plusieurs bâtiments, ou pas nécessairement, mais on peut avoir plusieurs bâtiments. Et donc, ces bâtiments, derrière, seront potentiellement à découper, voire regrouper en fonction des EFA qui seront à la fois parlantes pour la collectivité, mais à la fois sur lesquelles le suivi pourra être réalisé. Et donc, notamment par rapport au comptage de données, sans quoi, si on n'a pas le comptage nécessaire, on ne pourra pas réaliser le suivi par EFA. Donc là, on a un exemple assez concret. On a 3 bâtiments et donc on a un rassemblement du bâtiment 1 et du bâtiment 2 avec la mairie et les ateliers municipaux. Et à côté, nous avons une autre EFA avec l'école. Donc, pour illustrer la vigilance, qu'il y a à avoir concernant la déclaration de ces EFA, un découpage, comme je disais, doit être réalisé en fonction des noms qui parlent vraiment à la collectivité et des usages. Donc, on voit dans l'exemple 1 qu'on a une entité fonctionnelle A qui est représentée ici par les bureaux de la mairie. Et on a des bureaux associatifs sur l'entité fonctionnelle C et les bureaux de la Comcom sur la B. Donc ici, on a clairement 3 entités fonctionnelles distinctes à déclarer potentiellement. Dans l'exemple 2, on a un regroupement sur la mairie et le service technique en bleu et une autre EFA, entité fonctionnelle sur l'école, qu'on pourra dissocier dans la remontée de déclaration sur la plateforme Opera. Ensuite, donc au niveau des EFA, il faudra faire remonter sur la plateforme au moment de la déclaration des EFA certaines indications identitaires propres au bâtiment, donc on appelle l'identifiant unique bâtimentaire. Donc c'est le fameux IUB. Donc cet IUB, il est relativement clairement expliqué sur la plateforme Opera, puisque alors, je ne sais pas si c'est très clair sur la diapo, mais en tout cas c'est clairement c'est indiqué qu'il suffit de cliquer sur le lien qui est sur la plateforme au moment où on intègre ces données d'IUB pour aller sur la plateforme Géoportail de manière à avoir l'ensemble des informations pour entrer les indications propres à l'IUB, c'est-à-dire le code INSEE, le préfixe, la section et le numéro de parcelle. Alors, une petite remarque sur ces indications. Un numéro de lot est également demandé, mais pas toujours renseigné sur le cadastre.
s'il n'est pas renseigné, il pourra renseigner le 0 de manière à intégrer complètement les indications propres à l'IUB. Alors, concernant le choix de l'année de référence, donc il y a une réflexion à avoir en amont. Bien évidemment qu'il faut, là c'est également un conseil des portes ouvertes, hein, mais en termes de priorité, c'est quand même un travail à réaliser au préalable, c'est-à-dire que bien évidemment l'ensemble des facturations doit être disponible, puisque entre 2010 et 2019, ça fait quand même un sacré historique qui n'est pas forcément toujours disponible au moment où on veut faire cette déclaration, donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Il faudra également connaître les éventuels changements d'usage qui ont été réalisés entre 2010 et 2019. Ah. Ok, alors je vais essayer de ralentir le rythme. J'ai noté. Donc je disais, il faut avoir l'historique des facturations depuis 2010. Ça, c'est quand même un prérequis fondamental, sans quoi ce sera compliqué de choisir l'année de référence. Parce que bien évidemment, c'est en fonction des consommations qu'on va choisir l'année de référence entre 2010 et 2019. Si il y a eu des changements d'usage sur les bâtiments qui sont assujettis entre 2010 et 2019, ce sera également important de l'avoir à l'esprit et de pouvoir le remonter sur la plateforme à un moment donné pour être au plus juste sur la déclaration. Un autre point qui est très important également, il s'agit bien évidemment de distinguer les travaux les plus pertinents, en tout cas les travaux pertinents et importants de rénovation qui ont été réalisés dans les bâtiments qui sont assujettis. Donc, bien évidemment, le but de cette distinction, c'est de pouvoir valoriser les travaux qui ont déjà été faits sur les bâtiments et du coup, pouvoir déjà, entre guillemets, bénéficier de cette réduction de consommation sur la plateforme en choisissant une année, bien évidemment, avant les travaux réalisés. Donc, pour réaliser on va dire, ces prérequis, ces préalables, je fais une petite parenthèse pour indiquer que le travail qui est réalisé par les chargés de mission, hein, les anciennement CEP, pardon, permet, en l'occurrence justement avec le suivi de consommation qu'on réalise pour les collectivités, de recenser l'ensemble de ces informations. Alors bien évidemment, ces informations, on ne les a pas telles quelles, on doit solliciter les collectivités. Mais voilà, ce travail qu'on fait de recensement et d'analyse, et notamment en réalisant le bilan de consommation, nous permettent de mettre en avant l'ensemble de ces informations pour faire la déclaration. Et notamment le choix de l'année de référence. Alors un petit point de vigilance également qui est toujours bien à savoir, c'est que il est entre guillemets inutile alors si je peux dire ça comme ça, de tricher en prenant l'année climatique, l'année météorologique la plus mauvaise, puisque de toute façon sur la plateforme, la correction DGU, donc la correction climatique, est prise en compte. L'ensemble des consommations sont de toute façon lissées sur un même indice météorologique. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir à l'esprit que l'année de référence devra être choisie de toute façon en prenant en compte ce fameux DGU. Toujours dans l'optique du choix de l'année de référence, bien évidemment qu'il faut avoir comme prérequis, j'ai envie de dire, les surfaces. Et ça, de toute façon, on les a dès le début puisque c'est ce qui permet de se rendre compte de l'assujettissement ou non des bâtiments. Comme l'a indiqué Romain également, le choix de l'année, puisque le choix de l'année n'est pas imposé, mais en plus, vous avez le choix de choisir ce qu'on appelle une année glissante ou une année civile. Alors bien que les trois quarts du temps, c'est une année civile par simplicité, j'ai envie de dire, qui est retenue, vous avez quand même le choix, si pour X ou Y raison, vous ne souhaitez pas forcément solliciter l'année civile. Et deux autres critères très importants également à avoir à l'esprit, qui peuvent avoir une incidence d'ailleurs sur les objectifs de réduction de consommation, il s'agit des critères de chauffage et de refroidissement qu'il faudra avoir à l'esprit, qu'il faudra faire remonter au moment de la déclaration. J'en profite également pour faire un petit parallèle, à savoir que les réductions de consommation à réaliser avec les fameux seuils 2030, 2040, 2050, il ne s'agit pas uniquement d'une réduction de consommation sur le chauffage, mais une réduction de consommation généralisée à l'ensemble des usages du bâtiment qu'il faut atteindre. Ensuite, alors j'ai déjà abordé un petit peu la notion de DGU. On a voulu mettre un petit zoom sur cet aspect-là
de manière à informer un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc, comme je disais tout à l'heure, le choix d'une référence devra forcément prendre en compte le DGU pardon, de manière à avoir l'année la plus pertinente. Donc, il convient d'avoir bien évidemment des années de consommation complète et d'avoir à l'esprit si les travaux ont été réalisés ou pas, de manière à choisir l'année la plus défavorable. Donc, pour le calcul du DGU, on vous a mis le petit calcul, je ne sais pas s'il est très visible, mais on vous a mis le petit calcul sur la slide, de manière à se rendre compte du delta de consommation engendré entre la consommation dite réelle, donc facturée, et la consommation corrigée du climat. J'ai volontairement voulu le mettre en rouge. Il est important de savoir que les consommations à renseigner toutefois sur la plateforme, par contre, sont bien réelles. Encore une fois, ils ne sont pas à corriger vous-même du climat. C'est seulement un indicateur pour vous aider à trouver la meilleure année de référence. Mais la consommation réelle est vraiment une consommation réelle à renseigner sur la plateforme. Ensuite, donc, toujours pour illustrer un petit peu le choix de la référence, on a voulu vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait, quel décalage pouvait être recensé sur des consommations. Donc nous, on a pris sur 10 ans, donc une consommation donc, propre à TE38 entre 2012 et 2022. Et donc on se rend compte ici que sur le graphe, le histogramme qu'on a à gauche, en termes de consommation réelle, c'est l'année 2013 qui ressort. En revanche, si on fait la correction des GU, on voit qu'on est sur une année 2016. Donc il y a vraiment une incidence de cette correction des GU par rapport au choix de la référence. Donc à ne pas négliger. Très bien. Je passe à la déclaration sur Opérat. On me dit qu'il y a une correction à faire. On va prendre quelques questions sur le chat du coup. Sur le chat, on a deux questions. Un premier, mais notre collègue Alexandre Marcon y a un petit peu répondu déjà, sur la prise en compte dans un bâtiment de logements communaux. On les prend en compte dans la surface assujettie lorsqu'on les sort. On ne les prend pas en compte puisque les surfaces de logement ne sont pas tertiaires. Les surfaces tertiaires, ce sont donc tout ce qui est activité des collectivités, pas les logements. Y compris le logement de fonction que vous devez retirer comme surface, par exemple, dans une école ou dans un gymnase. Nous avons également monsieur Jérémy Tedeschi qui nous demande pourquoi choisir une année de référence puisque la consommation est lissée. Quel intérêt? Alors, je pense qu'il y a une incompréhension sur le thème lycée. En fait, je crois que Mickaël voulait dire, tu veux répondre. C'était sur, on n'est pas obligé de choisir du 1er janvier au 31 décembre. Oui, effectivement, on peut obligé de choisir le 1er 31 décembre, c'est ce que j'ai expliqué, vous avez le choix de choisir si vous préférez sur une année glissante. Mais non, quand je parlais d'année lycée, c'était propre aux critères déjà eu donc de la correction climatique. Et vous avez forcément des variations de consommation plus ou moins importantes d'une année sur l'autre. Et donc forcément, comme on le voit sur le graphe illustré entre la consommation dite réelle et la consommation ajustée du climat, sur TE38, on a quand même sur le graphe de droite, c'est corrigé du climat, et pour autant, on n'a pas une consommation qui est similaire tous les ans. Quand j'ai voulu expliquer le lycée, c'est en fonction d'un même coefficient climatique. Pour autant, vos consommations, elles changent chaque année. Je ne sais pas si j'étais très clair du coup. J'ai répondu à la question. Pour finir, de la mairie de Paget, donc le choix de l'année de référence, idéalement, c'est plutôt choisir une année de forte consommation. Voilà, je peux répondre directement, oui, idéalement, on part de l'année la pire en termes de consommation Je me permets de nuancer la réponse. Ça dépend de l'ambition qu'on se fixe. Mais vous avez tout à fait le droit de prendre l'année la plus défavorable comme année. Il y a une dernière question qui vient d'arriver sur les maisons de retraite. Les maisons de retraite, par contre, c'est bien une activité tertiaire. Donc, si elle a une surface de plancher de plus de 1000 m², c'est assujetti.
questions. Alors, très bien. Donc, ça change. Enfin, ce que ça change, c'est que vous avez des surfaces en plus à déclarer. Et ça, vous le faites, on y viendra plus tard dans la déclaration directement. Le bâtiment est assujetti puisqu'il est dans l'unité foncière. C'est juste que quand vous ferez la déclaration d'année de référence, vous ne déclarez pas les surfaces qui n'existaient pas. Vous ne déclarez que les surfaces qui ont été construites qu'à partir de l'année où il y a eu des consommations. Et j'en mentionnerai comment on fait un peu plus tard quand je parlerai des déclarations de consommation sur la plateforme. Et du coup, c'est pas pénalisant de créer un nouveau bâtiment parce que bien sûr, les objectifs, on ne va pas atteindre 40% d'économie sur les consommations initiales, mais sur les consommations initiales rapportées à la surface totale, on fait un prorata en fait. Donc, l'année de référence va artificiellement augmenter en termes de consommation. Et comme les nouveaux bâtiments sont plutôt performants énergétiquement, en général, ça nous permet en fait d'atteindre plus facilement, si on a des grosses surfaces notamment qui sont construites, d'atteindre plus facilement les objectifs. Comme le Saint-Joseph de Rivière qui a été victime d'un cryptovirus qui n'a plus eu d'historique de consommation. Donc là, effectivement, se rapprocher des fournisseurs ou du distributeur pour essayer de retrouver ces données-là. Et une deuxième question sur les modifications, suppressions de bâtiments, on y arrive après, c'est sur la saisie opérative. Jusqu'à présent, on peut modifier tout ce qu'on a fait. On peut modifier les entités fonctionnelles qu'on a déclarées, on peut modifier les consommations qui sont déjà déclarées. À la fin de la déclaration, vous verrez, mais vous pouvez valider définitivement vos déclarations, mais vous pouvez aussi les dévalider pour les modifier. Pour l'instant, il n'y a pas de blocage. L'ADEME a dit qu'un jour, il y aura des blocages, mais ça fait 3 ans qu'ils le disent. On continue du coup. Donc, je vais passer aux obligations vis-à-vis de la déclaration sur Opérate et je vais entrer dans, on va dire, la partie un peu informatique de la déclaration, ce qui contient certaines complexités. Déjà, pour ceux qui ne l'ont pas fait, il est important de créer son compte et de commencer de créer son compte via ce qu'on appelle un référent ou un représentant légal, c'est-à-dire c'est la notion du compte que vous créez. C'est la personne qui sera responsable juridique des déclarations. Vous pouvez ensuite créer d'autres comptes et les valider via un onglet spécifique, donc qui s'appelle paramétrage utilisateur. Donc c'est-à-dire que vous avez un maire ou un directeur des services techniques qui fait le maire fera un représentant légal ou le DST fera un compte référent. Si quelqu'un d'autre dans la commune doit déclarer les consommations, il se crée un compte, il demande à être attaché à la structure de la commune. Et c'est le DST ou le maire qui validera en allant dans son paramétrage utilisateur, il validera sous une autre dénomination, donc celle qui est utilisée, c'est correspondant pour ma part. Correspondant, on peut écrire et modifier, mais on n'est pas responsable juridique de ce qu'on déclare. Donc, première information. Il faut aussi évidemment créer la structure avec le numéro de SIRET, etc. Je rappelle l'URL de connexion, donc l'adresse internet pour se connecter à Opérate, et je vous encourage à utiliser l'onglet ressources et l'onglet foire aux questions pour chercher des réponses que vous n'avez pas. Si vous ne l'avez pas dans ce webinaire ou si vous ne l'avez pas dans d'autres supports que vous avez, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles dans ces deux onglets sur le site. Ensuite, quand on déclare une entité fonctionnelle, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire on déclare d'abord des entités fonctionnelles, on déclare ce qu'on met dedans, et plus tard, on déclarera les consommations qui sont dues. Donc d'abord, on définit la qualité d'assujettissement. Est-ce que je suis propriétaire? Est-ce que je suis occupant? Si jamais je suis propriétaire et que j'ai un autre occupant, eh ben, je vais mettre le numéro de SIRET de la commune qui est occupant, ou de la commune ou de l'autre collectivité. Ça arrive souvent avec des crèches entre les intercommunalités et les communes. Souvent, vous avez des bâtiments qui sont un peu à usage mixte. Vous déterminez les cas d'assujettissement qu'on vous demande, alors, et vous pouvez les modifier. Alors, ça s'appelle 1A, 1B, 2 ou 3, et vous retrouvez sur le site, vous avez le choix et vous avez la description du cas.
qui est très important de mettre, c'est un complément de nom, parce que l'entité fonctionnelle, par défaut, elle va avoir une suite de chiffres assez incompréhensible. Et c'est important de mettre un complément de nom, c'est une barre de texte que vous pouvez mettre. Et vous choisissez, par exemple, vous écrivez mairie, et comme ça, vous retrouverez facilement votre entité fonctionnelle quand vous chercherez à renseigner vos déclarations. Ça, c'est un petit astuce pour que ce soit visuellement plus lisible. Ensuite, j'ai déjà parlé d'e-Siret. C'est à cet endroit-là qu'on choisit les 12 mois glissants pour sa déclaration. Si vous décidez que vous voulez déclarer tous les ans du 1er janvier au 31 décembre, c'est dans cet endroit que vous devrez le choisir. Vous ne pourrez pas le choisir quand vous déclarez vos consommations. Ce sera grisé, bloqué. Donc pensez bien à le dire dès maintenant. Alors, jusqu'à présent, quasiment tout le monde veut déclarer sur une année civile. Mais c'est possible si vous voulez déclarer du 1er mars au 28 février. C'est possible. Et une fois que vous avez choisi votre EFA, comme l'expliquait Mickaël tout à l'heure, vous devez renseigner les UB. C'est à cet endroit-là que vous les créez et que vous vous servez du service géoportail pour entrer les coordonnées cadastrales et que vous donnez des numéros de lot s'il y en a. Ensuite, un point de vigilance particulier sur les SIRET. Opérat vous demande systématiquement un SIRET par établissement, et on sait que ça n'existe pas forcément pour les communes. Donc la collectivité dispose toujours d'un numéro de SIRET pour son siège, le siège de la collectivité. Donc vous l'utilisez pour créer le compte Opérat, même si le siège en question n'est pas assujetti. Par exemple, le siège c'est la mairie, mais si votre mairie est petite et qu'elle n'est pas assujettie, ça ne veut pas dire que vous allez déclarer votre mairie, c'est pas la même chose. Des fois, vous avez des SIRET pour les écoles. Donc quand vous déclarez votre entité fonctionnelle d'école, pensez à mettre le SIRET de l'école. J'ai déjà eu le cas de figure où les communes ne savaient pas qu'elles avaient plusieurs numéros de SIRET. Et donc je vous encourage à rechercher l'information. Il est arrivé que les opérateurs de Opérat invalident certaines déclarations parce que les numéros de SIRET ne correspondaient pas. Donc je ne sais pas exactement à quel moment ils font ça, mais sachez que ça existe, donc pensez à bien vérifier si vous avez plusieurs numéros de SIRET. Enfin, si jamais vous avez un preneur à bail occupant, vous créez le SIRET en tant que propriétaire et vous dites dans l'occupant, ajoute un établissement et vous citez le numéro de SIRET de la collectivité qui occupe de la collectivité ou de, par exemple, l'association qui occupe, elle a un numéro de SIRET, vous renseignez ce numéro de SIRET et elle fera sa déclaration elle-même. Vous êtes tenu de déclarer le bâtiment comme propriétaire. L'occupant, le preneur à bail, est tenu de déclarer qu'il occupe ce bâtiment et quelle consommation il a. Donc, ce sera à lui de faire la déclaration. Et vous devez lui dire qu'il doit faire sa consommation, il doit déclarer ses consommations, et lui, si jamais vous n'avez pas créé, il doit vous dire que vous n'avez pas créé votre SIRET propriétaire, votre entité fonctionnelle. Si jamais vous n'avez pas de plusieurs numéros de SIRET, pensez à bien cocher la case « L'entité fonctionnelle ne dispose pas de numéro de SIRET ». Ça veut dire qu'en gros, vous utilisez toujours le numéro de SIRET de votre siège. Je sais que c'est un peu confus, mais sur la plateforme, c'est vraiment, vous ne pouvez pas avancer si vous ne cochez pas cette case. Ensuite, je vais passer à la saisie des consommations. Donc, une fois que vous avez créé une ou plusieurs entités fonctionnelles, vous pouvez leur associer des déclarations de consommation. Ce sont deux onglets différents sur la plateforme. Sachez que désormais, il n'y a plus d'ordre défini pour les consommations. Si vous voulez déclarer d'abord 2023, ce n'est pas un problème. Vous avez possibilité de faire un import avec un fichier CSV, c'est une forme de fichier type tableur Excel, qui est défini et qui est donné dans les ressources. Donc vous avez un fichier type que vous pouvez utiliser si vous voulez importer beaucoup de données. C'est important de respecter le cadre de ce fichier, ça vous permet d'importer tout en une seule fois. Il est possible de commencer une saisie et de la reprendre plus tard. Je vous recommande même de le faire au début parce qu'on s'y perd entre toutes les informations. Donc ne pas hésiter à commencer, à valider en s'arrêtant à une étape, y revenir plus tard, vous pourrez revenir exactement là où vous êtes arrêté. Et c'est à cet endroit-là que vous déclarez les surfaces. C'est à cet endroit-là. Vous ne déclarez pas les surfaces dans l'EFA et dans les IUB. Vous déclarez vos surfaces dans la saisie des consommations pour faire ce que disait Maud tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez définir des surfaces à différents moments de l'histoire du bâtiment. Si l'année de référence, vous aviez 1200 m² et que depuis, vous avez fait une extension en 2018, et bien du coup, en 2018, vous n'aurez plus la même surface et donc vos consommations rapportées au mètre carré seront plus les mêmes.
C'est pour ça que c'est ici qu'il faut le faire. Le point de vigilance, pour l'instant, on peut toujours déclarer les années antérieures, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Pensez à bien, quand vous déclarez vos consommations, respecter les unités qui sont indiquées, c'est-à-dire que pour le fuel, ce sont des litres, ce sont des kilos. Et pensez à bien décomposer vos bâtiments en surface avec les catégories et sous-catégories qui sont disponibles. Je vais faire un point tout de suite. Donc le calcul en fait de la valeur absolue dépend de la façon dont vous découpez votre bâtiment. Donc il y a un intérêt à bien le faire. Il y a un exemple un peu plus loin. Donc il faut découper votre entité fonctionnelle en zones homogènes pour indiquer les surfaces. Par exemple, vous avez une mairie-école qui a tant de mètres carrés pour la mairie, tant de mètres carrés pour l'école, et peut-être même vous allez décomposer votre école en plusieurs sous-catégories. Ces catégories sont disponibles sur un fichier qui est dans les ressources. Alors c'est un fichier assez long, mais du coup il y a énormément de catégories, sous-catégories. N'hésitez pas à fouiller pour voir ce qui correspond le mieux. Si jamais vous avez des surfaces qui sont dites de circulation ou avec des locaux peu importants, vous ne les déclarez pas avec, on va dire, si vous avez des couloirs, vous ne déclarez pas des couloirs, vous affectez les petites surfaces, type circulation ou locaux techniques, à la surface la plus importante. Donc, dans une école, typiquement dans une école maternelle, tous les sanitaires, les locaux techniques et les couloirs, vous considérez que c'est la même chose que des salles de classe, puisque c'est ce que vous allez avoir en priorité. Les valeurs absolues sont parues de la dernière en 12 juillet, donc désormais on a toutes les valeurs absolues. Et ça précise notamment dernièrement les salles de spectacle, les campings ou l'accueil petite enfance. Avant, on n'avait pas les données de valeur absolue. Petite précision, choisir la catégorie et la sous-catégorie, ça permet de sélectionner l'activité. On peut aussi recourir à des valeurs par défaut qui sont pénalisantes. Donc ça facilite la saisie. Par exemple, pour les écoles, vous pouvez choisir valeur par défaut, mais votre valeur par défaut par atteinte sera plus contraignante que si jamais vous renseignez vos surfaces. Donc si vous ne faites pas l'effort dans un groupe scolaire, on va le voir juste après, de définir les surfaces de sous-catégorie, vous pouvez vous exposer à des objectifs plus contraignants à atteindre. C'est une volonté on va dire, de l'ADEME de permettre aux collectivités de simplifier la façon de déclarer, mais au prix de l'objectif à atteindre. Donc l'idée du découpage des EFA, c'est aussi pour permettre d'établir un objectif en valeur absolue qui soit personnalisé pour chaque entité fonctionnelle. Et ensuite, vous avez les paramètres d'intensité d'usage qui sont à renseigner. Ça dépend de votre catégorie. Si par défaut, vous allez avoir des caractères d'utilisation du bâtiment qui sont prédéfinis. On va dire que c'est renseigné par défaut. Je vous encourage à les regarder si jamais vous avez une utilisation d'un bâtiment qui est un peu différente. Sinon, je vous encourage à ne pas les toucher. Mais par exemple, vous avez une mairie qui est ouverte 2 jours et demi par semaine. Par défaut, dans la sous-catégorie bureau, on va vous dire que vous êtes ouvert 12 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 52 semaines. Calculer le nombre d'heures qui est actuellement ouvert à votre mairie, ça vous fera un changement de volume horaire et ça vous calculera un objectif qui est adapté à votre bâtiment. Sinon, l'objectif pourrait ne pas être adapté. Donc, il y a un petit peu des cas spécifiques comme ça, où par exemple, si vous avez des écoles qui sont ouvertes pendant les vacances pour un accueil périscolaire, pensez à indiquer que vous avez du volume horaire supplémentaire pour que l'objectif s'adapte à votre utilisation. Donc, très concrètement, pour reprendre le graphe de tout à l'heure, vous déclarez des entités fonctionnelles avec des IUB. Dans ces IUB, vous avez vous avez des bâtiments spécifiques. Donc là, dans ce cas, il y a 2 entités fonctionnelles, une qui regroupe une mairie et des ateliers, et l'autre qui regroupe une école. Vous déclarez les catégories et les sous-catégories qui vont ensemble. Donc, par exemple, je vais prendre le cas de la droite, le bâtiment 3. Vous avez de l'enseignement primaire et de la restauration, parce que vous avez un restaurant scolaire. Donc il faut aller dans la catégorie restauration, débit de boissons, ce qui n'est pas toujours intuitif, je vous l'accorde, mais on fait avec on vous donne, pour aller définir les surfaces du restaurant scolaire. Donc vous allez dans la catégorie enseignement primaire, vous définissez j'ai tant de mètres carrés de maternelle, tant de mètres carrés d'élémentaire, et si j'ai du multi-activité, j'ai la possibilité de le faire. Et vous allez dans une autre catégorie pour choisir votre sous-catégorie qui va bien pour la cantine. Et ainsi de suite pour l'ensemble des bâtiments que vous déclarez.
pensez à bien chercher dans toutes les listes de catégories, sous-catégories à votre disposition. Ensuite, Mickaël l'a expliqué tout à l'heure, mais quand vous déclarez vos consommations, on voit sur l'imprime écran, vous choisissez votre sous-catégorie, vous devez définir si vous avez du chauffage et du refroidissement ou du refroidissement sur chaque surface. C'est important parce que du coup, ça répertorie l'ensemble des surfaces chauffées et refroidies. Il y a peu de cas où ça arrive, mais si jamais vous avez un morceau qui est refroidi par de la climatisation, l'idéal, ce serait de faire un découpage entre la surface qui est et qui n'est pas. On sait que c'est un peu complexe, donc faites au plus simple, mais pensez à bien à cocher toujours chauffage et refroidissement le cas échéant. Et les cases par défaut, oui. Faites attention que les cases par défaut peuvent ne pas correspondre à votre cas de figure. C'est juste un exemple. Donc, j'en ai légèrement parlé. C'est important de choisir des indicateurs d'intensité d'usage proches du réel pour être plus près de l'utilisation de vos bâtiments. Et c'est important que par exemple, je citais les exemples des heures dans les mairies, que les heures d'usage déclarées soient cohérents avec l'usage que vous avez de votre bâtiment pour avoir un coefficient à valeur absolue adapté. On va faire une petite réponse aux questions avant de passer à quelques méthodes et outils pour s'aider sur Opérat. Il y a une question, lorsqu'un bâtiment est utilisé par plusieurs associations, on a vu qu'il fallait faire une déclaration conjointe. Quand on disait qu'il y avait un occupant, j'imagine que s'il y a plusieurs occupants, c'est la même chose. Oui, alors cas particulier. Si jamais les associations ont des contrats directement d'énergie, effectivement, vous devez renseigner tous les SIRET des associations qui devront, elles, déclarer leur consommation. Et il existe aussi des cas où vous mettez à disposition des associations des locaux, mais ce n'est pas les associations qui payent les consommations d'énergie, c'est vous qui le faites. Donc dans ces cas-là, vous ne prenez pas la peine de déclarer les associations, c'est vous qui êtes techniquement propriétaire et occupant, c'est juste qu'en tant qu'occupant, vous décidez de mettre à disposition vos locaux. Et comme vous déclarez vous-même, vous avez vous-même vos propres consommations, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais il existe un cas extrême où si jamais vous aviez un logement en salle des associations, que chaque association avait un compteur électrique dans son bâtiment, vous devriez déclarer comme occupant chaque SIRET de chaque association devra lui-même créer son compte et déclarer ses consommations chacune. C'est possible. C'est pour ça qu'on parle de déclaration conjointe. Une autre question, une commune qui a changé de mode de chauffage, qui a changé d'énergie, comment faire, comment comparer les consommations. Je chauffais à l'électrique avant, je chauffe au bois aujourd'hui. C'est pris en compte par le logiciel Opérat. Ouais, ce qui compte, c'est la consommation en énergie finale, donc ça, c'est des coefficients. Si vous étiez à l'électricité précédemment, vous allez déclarer jusqu'à vos travaux, une année de référence probablement, et puis quelques années en électricité, donc vous allez déclarer des kilowattheures d'énergie d'électricité. À partir du moment où vous passez en bois, vous déclarez des kilos de bois sur la base de vos factures que vous avez consommés. Il existe des facteurs de conversion officiels pour savoir à quoi correspond la consommation de bois. De la même façon, il y a la même chose pour le propane ou le fioul. Oui, excusez-moi, il existe des coefficients pour l'énergie finale. C'est un lapsus. Donc les consommations sont bien ramenées à la même unité, l'énergie finale par mètre carré de surface déclarée par an. Donc le changement d'énergie est bien pris en compte. L'objectif d'Opéra, c'est donc de réduire les consommations. Le positif avec l'énergie tertiaire, c'est la réduction des consommations qui va entraîner du coup une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas d'objectif spécifique de décarbonation de l'énergie. Voilà, donc c'est bien l'énergie consommée, l'énergie finale qui doit diminuer. Une question ? Okay. Très bien. Donc, Mickaël. Est-ce que ça marche? Ouais, ça va bien. Donc, maintenant que Romain vous a expliqué en termes de procédure et de chronologie, on va dire, la déclaration sur la plateforme, on va revenir un petit peu à différents termes.
et avec ce qu'on appelle donc méthode et outils pour savoir quelle incidence telle ou telle saisie aura sur vos réductions de consommation. Donc là, on a voulu mettre en avant 3 cas de figure, donc les fameux groupes scolaires, hein, qui reviennent souvent, puisqu'ils sont dissociés ou non entre maternelle, primaire ou les deux confondus. Donc c'est le graphe que vous avez à gauche qui correspond justement au bâtiment, on va dire, standard, tout confondu, et qui correspondra à la valeur par défaut. Alors je crois que c'est pas forcément très visuel. Pour autant, la valeur de la consommation en valeur absolue à atteindre, vous pouvez la distinguer en vert sur le premier graphe à gauche. Et vous avez également le comparatif avec les objectifs de réduction de consommation pour les consommations en valeur relative en orange. Et en bleu, le graphe qui fluctue par rapport à la consommation réelle du bâtiment. Donc à gauche, on voit les distinctions du coup entre la consommation, enfin l'objectif de consommation en valeur relative, qui est au-dessus, et là pour la valeur absolue, qui est par définition, alors on voit pas le chiffre exact, hein, mais ça correspond à une valeur de 75 du coup kWh par mètre carré. Et si on va sur le choix qui correspond au graphe du centre où on coche, parce qu'en fait c'est un choix, alors j'ai pas précisé autant pour moi, cette nuanciation est faite pour distinguer les répercussions en termes de choix de sous-catégorie. Donc la valeur à gauche correspondra à la valeur ce qu'on appelle donc par défaut, donc qui est sur une valeur absolue de 75 kWh par mètre carré par an. Et donc l'intensité d'usage de maternelle seule correspondra à un autre choix de sous-catégorie correspondant à la maternelle seule, donc non pas par défaut. Et donc on voit que la consommation en valeur absolue à atteindre, du coup, est un peu plus élevée puisqu'on est autour de 92 et donc moins pénalisante. Et si on prend le choix en termes de sous-catégorie d'intensité d'usage sur l'élémentaire, on voit qu'on est sur un objectif par rapport au graphe en vert de valeur absolue qui est encore au-dessus de 100 kWh. Donc tout ça pour illustrer que le choix en fait en termes de sous-catégorie a une incidence réelle. Et comme le disait Romain tout à l'heure, c'est important, même si c'est plus contraignant, d'être sur des déclarations qui sont au plus fin et au plus juste en fonction de vos réalités de consommation et de catégorie. Puisque là, la valeur par défaut, du coup, si vous choisissez cette option-là en termes de sous-catégorie, vous devrez donc atteindre les fameux 75 kWh, alors que si vous choisissez l'intensité d'usage élémentaire, vous serez à plus de 100. Donc on voit qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs de consommation. Voilà. Ensuite, rapidement, si jamais vous cherchez l'information de la valeur absolue, aujourd'hui, elle doit être sur Opéra, quand vous déclarez, on nous annonce que vos objectifs en valeur absolue ou en valeur relative doivent être affichés. Ce n'est toujours pas le cas. À terme, vous verrez vos objectifs et vous verrez où vous en êtes. Si vous cherchez cette donnée aujourd'hui, vous allez dans les décrets qui sont sortis. Vous avez donc les décrets à valeur absolue de 1 à 5 et vous pouvez chercher en fonction de la catégorie sous-catégorie l'objectif que vous allez avoir. Donc ça se représente sous forme de tableau pour chaque sous-catégorie. Donc je fais un exemple rapide. Vous devez additionner la valeur qui s'appelle CVC avec la valeur use. CVC, ça veut dire chauffage, ventilation, climatisation, et la valeur use, c'est pour l'usage du bâtiment. Ce que vous devez faire, c'est regarder l'altitude et la zone climatique dans laquelle vous vous situez. Donc en Isère, on se situe dans la zone H1C. Ce sera important pour regarder la bonne colonne. Et vous avez la valeur en vert qui s'affiche ici à trouver. Vous l'additionnez avec la valeur qui est ici, et ça vous donne votre ici. Donc ça fait 62 plus 50, ça vous fait 112. Donc dans un cas, on va dire avec des indicateurs d'intensité d'usage standard, pour par exemple des bureaux standards, donc c'est ce qu'on met pour les mairies souvent, vous devez atteindre 112 kWh d'énergie finale par mètre carré par an pour la valeur absolue 2030. Si jamais vous cherchez l'information pour d'autres catégories, sous-catégories, vous allez chercher les autres tableaux. Pour 2030, on n'a pas précisé, les valeurs absolues pour 2040 sortiront dans les années 2030 et ainsi de suite, les valeurs absolues de 2050 sortiront dans les années 2040. Donc, un peu de temps devant nous. Du coup, je me permets juste de faire le lien en précisant que effectivement le tableau que Romain vient de vous présenter, c'est pour vous expliquer un petit peu la mécanique, mais que ce n'est pas nécessaire pour faire votre déclaration à proprement dit sur Opéra. Pour vous aider à comprendre vraiment pourquoi choisir au plus fin chaque sous-catégorie.
pourquoi c'est utile de le faire, mais voilà, ce tableau n'est pas manipulé de votre part hein, pour la déclaration. Et donc, par rapport à cette dernière slide en tout cas concernant les méthodes et outils, voilà, c'est à peu près ce que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, en fait, sera déterminé automatiquement par la plateforme Opera. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas à choisir, je ne sais plus si on l'a dit au début, entre justement l'objectif de valeur, ce qu'on appelle absolue, et valeur relative. L'objectif sera déterminé automatiquement en fonction du plus simple à atteindre. Petite parenthèse, je crois que Romain l'avait dit précédemment, la valeur absolue est généralement retenue comme objectif pour les bâtiments qui sont plus récents, puisque leur performance est déjà plus importante et donc plus simple à atteindre pour les valeurs absolues. Ok. Il y avait des questions sur est-il possible de regrouper plusieurs bâtiments pour avoir une consommation totale de cet ensemble réduite de 40%. Donc, en effet, il est possible de mutualiser les économies d'énergie. Donc, s'il y a un bâtiment sur lequel vous réalisez une rénovation énergétique très performante et que du coup, c'est énormément, et que en plus, c'est le plus gros consommateur de votre patrimoine immobilier, en fait, si vous faites moins d'économies sur les autres, vous pouvez mutualiser toutes les économies d'énergie. Donc, ça sera bien au global qu'on pourra regarder. Il faudra quand même préciser que vous souhaitez mutualiser l'économie d'énergie, mais bon, ça sera. Donc là, on a voulu faire un lien avec question, non? Ah, bon. La mutualisation des économies d'énergie, comment procéder sur Opera? C'est pas encore disponible, mais c'est censé l'être. J'imagine qu'on pourra choisir à la fin. Du coup, c'est pour 2030. Voilà. Je vérifie d'ici la fin du webinaire, je vérifie si la méthode est déjà connue, mais à ma connaissance, en effet, c'est pas disponible. Et donc, si on est d'accord que c'est bien pour des EFA distincts, c'est à l'échelle du patrimoine immobilier d'un assujetti. Rapidement, des petites perspectives pour l'avenir. Une nouveauté qui arrive. Alors, dès le début, il avait été envisagé de faire un lien par rapport aux outils de suite de consommation. Il y a un temps de rodage, si je puis dire, qui est toujours en cours. C'est toujours en réflexion. Il y a certains outils de suite de consommation qui proposent justement de développer des interfaces de programmation d'applications, les fameuses API, de manière justement à pouvoir faciliter et exporter les déclarations, en tout cas les consommations, via l'outil de suivi directement sur la plateforme Opera. Ça, c'est encore à l'état de réflexion. C'est pas abouti aujourd'hui, donc on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, on va dire, en cours de réflexion et de développement. Donc, à savoir que nous, c'est l'outil que l'on utilise actuellement à PE38 pour réaliser l'accompagnement des collectivités sur la compétence de CMTE. Du coup, est en cours de réflexion. Donc, peut-être que par la suite, on aura cette facilité justement de pouvoir exploiter cet outil et pouvoir exporter, enfin, en tout cas importer sur Opera en masse les données de consommation. Du coup, sur les perspectives évolution, moi, je voulais parler du développement de la valeur immobilière verte pour essayer de valoriser un peu les comportements vertueux parce que, comme le disait Madame Sylvestre en introduction, le dispositif énergie tertiaire, ça ne doit pas être vu comme quelque chose de punitif, mais comme une opportunité pour passer à l'action et intervenir sur la performance énergétique des bâtiments, mais aussi sur les usages à l'intérieur du bâtiment pour essayer de réaliser des économies d'énergie. Donc, nous, on est convaincus que va se développer la valeur immobilière verte, c'est-à-dire que les bâtiments les plus performants vont gagner de la valeur sur le marché immobilier. Et voilà, pour les collectivités qui ne sont pas forcément dans une démarche de valorisation de leur patrimoine, c'est peut-être pas un argument le plus pertinent, mais voilà, globalement, au niveau de la France, c'est vraiment une perspective sur laquelle nous, on souhaite parier.
Donc ça s'appuiera sur l'affichage des résultats annuels du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc en effet, il est prévu qu'à la fin de chaque année, les assujettis reçoivent une notation éco-énergie tertiaire qui se mettra en place sous la forme des petits pictogrammes que vous voyez à l'écran, donc de la feuille grise insuffisant à la feuille, 3 feuilles vertes, qui veut dire en fait que les objectifs de la prochaine décennie sont déjà atteints. Et donc ensuite, une feuille de feuille, ça veut dire on est sur la bonne trajectoire et on est sur une très bonne tendance pour atteindre très rapidement les objectifs de la prochaine décennie. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre alors cette notation n'est pas encore disponible, mais on nous a promis que ça le serait bientôt et que ça sera à terme intégré dans tous les documents de vente et également dans les bails, dans les baux qui concernent le secteur tertiaire. Voilà, il faut également que je vous parle des contrôles et des sanctions. C'est prévu dans le décret éco-énergie tertiaire et c'est codifié dans le code de la construction et de l'habitation. C'est l'article R185.2 du CPH. Donc il y a deux dispositifs qui seront contrôlés. C'est d'une part le remplissage d'opéra. Donc là, c'est en cours. Il faut savoir que les sanctions qui sont à la clé, c'est en fait une inscription des personnes qui n'ont pas réalisé leur opération ou leur remplissage opéra sur un site internet public afin que tout le monde sache que cette assujettie ne fait pas le nécessaire. Donc c'est une procédure qu'on appelle en anglais name and shame. Donc voilà, montrer du doigt à la personne qui fait mal pour essayer de l'amener justement à un meilleur comportement. Et en cas de non-respect des objectifs, donc là, ça sera vérifié en 2031, donc non-respect des objectifs de réduction de consommation, là, il sera possible de mettre en place des amendes administratives à hauteur de 1 500 € pour une personne physique par infraction. Donc ça veut dire que s'il y a plusieurs bâtiments, ça peut ajouter des montants. Et 7 500 pour les personnes morales. Pareil, par infraction, il faut savoir que dans le cas des personnes morales, c'est pas parce que la personne morale est condamnée que le représentant en personne physique de cette entité de cette personne morale ne peut pas être aussi condamné, donc ça s'applique pour les. Oui, du coup, j'en profite. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important de définir un compte avec un représentant légal, car dans l'absolu, c'est cette personne qui est touchée par les sanctions. En attendant, on avait une petite question aussi sur un bâtiment communal sans moyen de chauffage, donc local non chauffé mais avec de l'éclairage, est-il également à déclarer sur Opéra? Oui, Local non chauffé. tout à fait, car comme je l'ai dit au début par rapport justement aux déclarations de consommation, il ne s'agit pas seulement des consommations de chauffage, mais de l'ensemble des consommations propres au bâtiment. Donc ça concerne l'éclairage, l'informatique, la climatisation, pardon, etc. Donc on n'est effectivement pas que sur les consommations de chauffage. Je reviens juste sur les contrôles et les sanctions. Parce que du coup, j'ai fait une autre slide qui est pas grave, très rapidement. Donc, pour vous dire concrètement où est-ce qu'on en est des contrôles et sanctions en Isère, il faut savoir qu'il y a un premier courrier de relance qui a été envoyé par le ministère et qui cible les assujettis qui n'ont pas créé de compte sur Opéra. Donc, le courrier est parti en avril et concernait les assujettis qui ne s'étaient pas renseignés en décembre 2023. Donc, ça, c'est sur la base des assujettis qu'on connaissait en décembre 2023 et de ce qui était saisi sur Opéra en décembre 2023. Il faut savoir que la base des assujettis est affinée encore continuellement. On travaille sur cette grosse base. Et donc, voilà. Si vous n'avez pas reçu le courrier, que vous n'avez rien fait et que pourtant vous pensez être assujetti, c'est possible que vous soyez passé entre les mailles du filet de cette première relance, mais voilà, il ne faut pas pour autant que vous ne fassiez rien, car la base des assujettis, voilà, elle est en évolution. Donc nous, on va travailler dessus au niveau de la DDT de l'Isère avec l'ADEME, avec le ministère pour fiabiliser cette base des assujettis. Et du coup, il faut savoir que nous, on n'a pas encore accès à Opéra pour voir ce que vous saisissez en temps réel, mais par contre, on a des extractions régulières d'Opéra qui vont se mettre en place. Donc, on a eu la première extraction au mois d'août qui correspondait à ce qui avait été rempli en juin 2024.
Donc, on va analyser et qui va nous permettre de faire une deuxième relance sur les assujettis qui ne sont pas encore cédés sur Opéra. Et ensuite, dans un second temps, de relancer les assujettis qui n'ont pas saisi toute leur consommation de toutes les années, puisque au 30 septembre 2024, il faudra avoir saisi toutes les années jusqu'à 2023. J'en profite juste pour dire, puisque vous envoyez des courriers, qu'il y a eu des cas en France de communes qui reçoivent des courriers frauduleux sous couvert d'un courrier officiel qui parlerait de la déclaration sur Opérat. Vous devriez appeler une entreprise pour faire de la rénovation énergétique. Donc, il existe des arnaques et des fraudes qui sont répertoriées au niveau du réseau national des CEP notamment. Et donc, l'ADEME est mis au courant. Donc, si vous recevez un courrier, c'est simplement à titre informatif d'un point de vue des instances ministérielles. Vous ne recevrez jamais de courrier pour vous dire que vous devez faire des travaux et que vous deviez contacter telle ou telle entreprise. Ce sera toujours une fraude. Ce qu'on peut faire peut-être à l'issue du webinaire, c'est vous faire passer le courrier type que certains ont peut-être reçu, comme ça, voilà. Vous voyez à quoi il ressemble et vous pouvez voir si vous l'avez reçu ou pas. Et si jamais vous l'avez reçu et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est peut-être comme... Enfin, alors, c'est qu'après, on pense que vous êtes assujetti, donc vérifiez votre assujettissement. Et si vous êtes assujetti, vous avez déjà fait le nécessaire sur Opéra, c'est peut-être qu'il y a des confusions dans les numéros sirène, ce qu'on disait au début. Alors, ça peut venir de vous ou de nous. Donc, ne pas hésiter à contacter la DDT, donc je laisserai mes coordonnées, pour qu'on repointe ensemble votre patrimoine assujetti et ce qui est actuellement sur le Encore deux petites questions ou remarques sur le chat. Au vu des pénalités imposées, on a une commune qui nous taquine un petit peu en disant finalement c'est plus intéressant de ne pas déclarer sur Opérat que de déclarer et de ne pas avoir atteint ses objectifs. J'ai peur qu'à un moment donné, ce soit la double peine, avoir le Nemenchem parce que vous n'avez pas déclaré et en plus une amende parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs. On va compter avec le prix des énergies qui s'envolent, le fait que du coup vos consommations énergétiques vont peser plus dans votre budget personnel. Mais je note que la question vient de la commune. Question de Madame Monribaud. Y a-t-il un contact référent à l'échelle départementale pour permettre aux collectivités de poser des questions et d'être accompagnées si besoin? Alors, je sais qu'on accompagne un petit peu sur ce volet Opérat les communes qui sont adhérentes au service de transition énergétique, chargé de mission transition énergétique. Après, je ne sais pas s'il y a un référent à la DDT. À la DDT, pour l'instant, c'est moi. Donc, vous pouvez me faire passer vos questions. Après, c'est peut-être bien que ensuite, si vous êtes d'accord, vous centralisez les questions de vos adhérents et ensuite, pour les questions qui restent, on puisse faire le point ensemble. Donc, on n'en a pas parlé. Sachant que si c'est des questions plus sur les courriers de relance ou sur les solutions, là, vous pouvez hésiter à voir directement avec la DDT. Donc, moi, je vous remercie. Je laisse mon mail. Voilà, par contre, la DDT ne fait pas d'accompagnement à l'accès d'Opéra. Enfin, vous pouvez répondre à vos questions si vous avez des difficultés de compréhension dans la réglementation, mais on ne sera pas à vos côtés pour saisir sur Opéra. Et on ne sera pas non plus à vos côtés pour réaliser des économies d'énergie. Pour cela, je pense qu'il faut plutôt faire le tour. Question, il me semblait qu'on avait répondu quand même. Je n'ai pas eu la réponse sur la possibilité de modifier, supprimer ou rajouter des sites sur Opérat. Si, vous pouvez, quoi qu'il en soit, vous pouvez modifier tout ce que vous faites. Par exemple, si l'exemple tout à l'heure, c'était, il y a eu un bâtiment construit sur mon unité foncière. Donc, si par exemple, vous voulez soit ce bâtiment, a priori, ce bâtiment devient une nouvelle entité fonctionnelle. Donc, vous créez une nouvelle entité fonctionnelle et vous lui mettez des consommations à partir du moment où elle consomme. Donc, si par exemple, le bâtiment est construit après 2019, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais l'année de référence devient la première année de consommation pour les bâtiments neufs après 2019. Donc, vous mettez du premier jour de consommation à 365 jours plus tard, ça sera son année de référence. Et force est de constater que vous n'allez pas respecter 40% d'économie d'énergie en 2030. La valeur absolue sera votre objectif. Et si ça se trouve, comme c'est un bâtiment neuf, vous le respectez déjà, c'est d'ailleurs souhaitable. Et ça peut permettre de voir si que vous avez peut-être des problèmes d'exploitation si jamais vous ne
vous ne respectez pas la valeur absolue, c'est que peut-être vous consommez plus que vous devriez. Si jamais non, il n'y a pas si jamais, puisque à partir du moment où le bâtiment est neuf, il devient une entité fonctionnelle lui tout seul. Vous n'allez pas l'intégrer dans une entité qui existe déjà. Donc, j'ai répondu normalement au cas de figure. Question sur le fonctionnement de Opéra. Une commune qui avait déclaré son patrimoine avec des surfaces, ils ont fait passer un maître-heure après, et les surfaces ne sont pas celles qu'ils avaient renseignées. Il a fallu tout reprendre la déclaration et remettre les consommations. Donc, si je modifie la surface, ça me met dessus. Oui, alors effectivement, les étapes sont les unes après les autres. Donc, si vous allez modifier vos surfaces, pensez à regarder les déclarations que vous aviez mises. Vous pouvez soit faire une capture d'écran, soit vous pouvez faire un export. Lorsque vous avez déclaré vos consommations, vous pouvez sélectionner toutes les années que vous avez déjà déclarées. Il y a une petite case à cocher. Et ensuite, vous faites exporter au format CSV. Ça va vous sortir un tableau de type Excel avec tout ce que vous avez déjà fait. Donc, ça peut vous faire une sauvegarde entre guillemets de ce que vous avez déjà déclaré. Et effectivement, si vous allez changer les surfaces, vous allez changer les étapes que vous avez renseignées après. Donc, on pourra remettre les consommations. C'est une bonne astuce. Merci. J'ai répondu leur mail là, sur le service. Nous, les communes que nous accompagnons un petit peu sur Opéra, c'est effectivement dans le cadre de la mission de chargé de mission transition énergétique qu'on les accompagne. Les nouveaux sites qui sont aux normes RT actuelles, oui, elles sont soumises également à la déclaration. Oui, tous les bâtiments tertiaires, existants ou neufs, sont soumis au décret. A priori, les bâtiments neufs RT 2012 ou RE 2020 respectent, de par leur conception, les objectifs d'avance. Et vous devez déclarer leur consommation. Très bien. Alors nous, on avait fait un petit jeu questions-réponses. Peut-être que certaines ont été répondues en avance. Mais par exemple, c'est des questions. On fait des questions-réponses. Hein, du coup, on se parle nous-mêmes. Donc, Michael, est-ce qu'un locataire de 130 mètres carrés dans un bâtiment de 2000 mètres carrés est assujetti ou est-ce que c'est seulement propriétaire? Eh bien, comme on l'a expliqué, la déclaration se fait de manière conjointe, donc les deux. L'obligation d'action de réduction de consommation d'énergie concerne autant les propriétaires que les preneurs à bail des bâtiments. Dans le cas d'une copropriété, si chaque copropriétaire possède une surface inférieure à 1000 mètres carrés, qui est assujetti? Tous les propriétaires sont assujettis si la somme totale du tertiaire est supérieure ou égale à 1000 m². Le syndicat de copropriété est concerné par ce dispositif. Peut-être que ça arrive peu souvent dans vos communes, mais du coup, par exemple, c'est le cas comme vous soulignez, si vous avez un bâtiment utilisé à la fois par une commune et une intercommunalité. Pour l'histoire du syndicat de copropriété, c'est nous à TE38 qui sommes concernés, puisqu'on est un bâtiment de bureau. Nous déclarons nos surfaces nous-mêmes, les autres locataires sont tenus, les autres propriétaires du bâtiment sont tenus de le faire, et le syndicat de copropriété est tenu d'avoir un compte pour nous avoir tous ensemble et d'avoir une consommation à l'échelle du bâtiment qu'il devra afficher, comme vous, avec les petites feuilles, quand ce sera disponible. Est-ce que les bâtiments neufs sont concernés? On vient d'en parler. Les bâtiments non chauffés sont-ils... On l'a déjà fait aussi. Je suis locataire dans un bâtiment de 1000 m². Un projet de restructuration fait évoluer la surface qui devient inférieure à 1000 m². Est-ce que je suis toujours assujetti? Alors, tant que l'activité tertiaire perdure, oui, on est toujours assujetti, même si les surfaces évoluent comme on l'a abordé précédemment. Dernière question qu'on avait envisagée. Dans un groupe scolaire, on a une consommation liée à un logement de fonction qui n'a pas de compteur ni de sous-compteur. Et qu'est-ce qu'on fait pour la sortie des groupes scolaires ou est-ce qu'on fait en prorata? Alors, il n'y a pas de méthode imposée, mais effectivement, à partir du moment où le logement n'est pas concerné, n'est pas assujetti, il conviendrait d'extraire les consommations propres au logement. Ouais. Et dans l'idéal, avec du sous-comptage.
Oui. L'idée aussi du décret tertiaire, c'est pour d'encourager à mettre du sous-comptage dans les cas où il y a des compteurs qui sont sur plusieurs utilisations, plusieurs bâtiments. Alors, il est arrivé que des communes fassent un groupement commun pour bénéficier d'un abonnement plus favorable, mais on encourage quand même à mettre des sous-compteurs pour identifier les consommations de chaque bâtiment. Et d'ailleurs, pour compléter un petit peu sur cette notion de sous-comptage, on a de nombreux cas aujourd'hui où effectivement la déclaration avec les EFA oblige indirectement à faire une déclaration avec plusieurs bâtiments puisqu'on n'a pas de sous-comptage. Donc, une des premières actions, au-delà des actions de travaux pour les réductions de consommation, serait potentiellement également d'installer des sous-compteurs pour pouvoir dissocier les bâtiments et pouvoir les suivre individuellement et non pas faire des blocs par obligation dans les EFA. On a une petite liste de références et de ressources qui sont disponibles. Donc ça sera quand vous aurez le support. Il y a des liens vers les textes, les arrêtés qui sont sortis, la plateforme des ressources. Si vous voulez avoir des infos sur les DJU pour chercher votre année de référence, il y a un lien vers un site internet qui vous permet de trouver pour chaque année et sur la station météo Grenoble-Saint-Joire, qui est celle qu'on utilise souvent. Il existe d'autres stations météo pour les communes qui sont soit limitrophes d'autres départements et qui considèrent qu'ils ont un climat un peu différent, soit qui sont en altitude. On n'a pas précisé que les objectifs ne sont pas les mêmes en valeur absolue, je n'en ai pas parlé, mais pour les altitudes, entre moins de 400, entre 400 et 800, supérieur à 800. Donc le fait que vous soyez on va dire, en zone montagneuse est pris en compte dans la valeur absolue. C'est moins compliqué d'atteindre des valeurs absolues quand vous êtes en montagne que quand vous êtes en plaine. Ça, c'est une information que vous pouvez retrouver dans le fameux tableau que Romain a présenté pour le calcul de la valeur absolue. On avait terminé notre présentation. Si vous avez d'autres questions dans le chat, c'est le moment. Il en reste deux, mais on va peut-être ouvrir en levant la main, dire aux participants qui peuvent peut-être poser des questions en direct. Là, nous en avons une, nous sommes d'accord, uniquement les bâtiments de plus de 1000 m² sont concernés, sous réserve de tous les points qu'on a vus en début de présentation et la continuité des parcelles. Voilà, vous pouvez avoir deux bâtiments de 500 m², s'ils sont sur des parcelles continues, vous êtes assujetti quand même. Si pour certaines collectivités, c'est pas clair, n'hésitez pas justement à nous exposer vos cas particuliers pour qu'on regarde ça. Si vous voulez poser des questions, je vous invite à lever la main peut-être pour qu'on donne la parole et que ce soit. On ne met pas tous les micros en même temps, ça risque de faire des larcènes. Vous pouvez lever la main sur Teams, il y a un petit bouton normalement. Main levée. Et après, on peut vous donner la parole. Et s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'a priori, notre travail a été fait de façon raisonnable. On a eu plusieurs fois la question. On va vous transmettre effectivement à partir de la liste des inscrits. On va renvoyer par mail le support de présentation, l'enregistrement. Je ne sais pas si on le mettra en lien téléchargeable directement dans le mail. Mais en tout cas, tous les éléments qui vous ont été présentés ce matin vous seront mis à disposition. Mais si pas plus de questions, je vous remercie de votre attention. Merci pour les questions. Je vais en profiter pour remercier deux personnes qui étaient avec moi, Michael Mathia et Maud Bommersbach de la DDT. Je remercie la vice-présidente Madame Sylvestre pour son mot d'accueil. Je vous dis bonne journée et à bientôt pour vos questions sur le décret tertiaire. Au revoir.